Alors, bienvenue à la séance de formation sur l'insomnie en cancérologie. Merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, la présentation, en fait, la formation sur le sommeil a été co-construite par notre équipe du programme de dépistage de la détresse et le contenu a été élaboré, le contenu scientifique, par Irène Leboeuf et moi-même. Nous n'avons pas de conflit d'intérêt à déclarer, mais on tient quand même à remercier des collaborateurs importants, dont Mme Payan, qui est l'agente administrative à la DSI du CHUM, qui a participé à l'élaboration du matériel pédagogique, puis Mme Renée Massé, qui est infirmière clinicienne en psychiatrie médicale, qui a aussi collaboré à la construction de la formation. Les compétences visées aujourd'hui sont assez simples, mais sont importantes. Donc, premièrement, pour vous, soignants, c'est de reconnaître, d'améliorer votre capacité à reconnaître les troubles du sommeil fréquemment retrouvés chez les patients atteints de cancer, connaître les grandes lignes de l'arsenal thérapeutique dans le traitement de ce problème-là, l'insomnie, pouvoir orienter judicieusement un patient qui présente des troubles du sommeil et de façon stratifiée, c'est-à-dire en fonction du degré de l'insomnie, par exemple, puis du degré de souffrance du patient. Et finalement, être sensibilisé aux préoccupations des patients atteints de cancer sur ce problème-là. Alors, qu'est-ce que les patients rapportent le plus souvent à propos de leur sommeil? Donc, le plan, on va commencer par cette capsule pédagogique. Ensuite, il y aura une vignette clinique où on prend l'exemple d'une situation clinique qui a lieu dans votre équipe de soins inter. Et on aura un temps de discussion et un échange avec le patient partenaire et on retiendra quelques messages clés qui sont à la fin du document qu'on vous aura mis aujourd'hui. Alors, pourquoi est-il important de discuter aujourd'hui, on pourrait dire en 2017, de l'insomnie en cancérologie? D'abord parce que les troubles du sommeil, et ça inclut tous les troubles du sommeil, mais en particulier l'insomnie, sont très, très fréquents en oncologie. Donc, les patients atteints de cancer vont souvent rapporter, à un moment ou à un autre de leur expérience, d'avoir des problèmes de sommeil importants. Et ça peut émerger, ce problème-là, à toutes les phases de la maladie. Okay? Deuxième raison, c'est que les troubles du sommeil sont souvent sous-identifiés par les équipes et peu traités. On explorera pourquoi, il y a toutes sortes de raisons qui expliquent ça, mais ça demeure encore aujourd'hui, malheureusement, un problème qui est peu entendu, puis donc pour lequel le patient va recevoir pas suffisamment de traitement ou d'approche thérapeutique. Et on pense que ça pourrait être encore moins que la fatigue et la douleur, deux autres problèmes qui sont très, très fréquents en oncologie. Vous le voyez tous les jours dans votre clinique. La troisième raison, c'est que les patients atteints de cancer vont rapporter peu ce problème-là spontanément, alors qu'ils vont rapporter d'autres problèmes plus spontanément, comme par exemple la douleur. Un patient va le dire ou on va le deviner et vont rapporter plus souvent une douleur non soulagée qu'un problème de sommeil. Parfois même, les patients vont dire « on ne veut pas déranger l'équipe, on a l'impression que c'est tellement secondaire par rapport aux autres problèmes, incluant la fatigue, la douleur. Et ils ont l'impression que c'est un peu normal de ne pas dormir quand on a le cancer ou quand on a les traitements. » Alors que pourtant, il y a tellement d'interventions qui peuvent être même assez simples et qui peuvent les soulager de ce problème-là. Quatrième raison, il y a des nouvelles données scientifiques qui soutiennent davantage l'efficacité des approches non pharmacologiques, alors qu'en pratique, on prescrit souvent une médication pour régler le problème de sommeil. Alors, c'est important d'en parler aujourd'hui parce que peut-être que quand on le trouve, ce problème-là, on propose quelque chose qui est un traitement intéressant, mais qui est peut-être sous-optimal par rapport à ce qu'on pourrait faire et peut-être qui comporterait moins de risques. Vous savez, toute médication a des effets secondaires potentiels et parfois les approches non pharmacologiques, non médicamenteuses peuvent en avoir moins. Alors, c'est important d'aborder ça aujourd'hui. La dernière raison, la cinquième, est importante, c'est aussi que quand le patient ne dort pas, il est possible que le conjoint ou le proche aidant ne dorme pas non plus. Hein, vous savez que dans la compréhension de comment fonctionne un système familial, un système où il y a un malade et un proche,
il y a beaucoup de problèmes qui vont coexister parce que c'est très réactionnel. Il y a une interdépendance, une codépendance. Les proches aidants sont aussi à risque d'insomnie et souvent, vous, quand vous rencontrez les patients, vous les rencontrez, ils sont très souvent accompagnés. Vous pouvez être à même, comme soignant aussi, d'être à l'affût du problème de sommeil des proches aidants. On estime même que jusqu'à 95 % des proches aidants vont rapporter des perturbations de leur sommeil pendant l'expérience de la maladie de leurs proches. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est plutôt rare, ça, en médecine, quand on vous présente une prévalence aussi élevée. Donc, c'est des études récentes qui sont assez alarmantes par rapport à ça. Et probablement que nous, comme équipe de soins, on a aussi une responsabilité éthique, peut-être d'être à l'affût de ça, puis de proposer des approches pour soulager les proches qui travaillent très fort auprès de nos patients pour améliorer, participer à leur qualité de vie, puis améliorer leur approche. L'insomnie peut être associée à des conséquences néfastes chez les proches aidants. Ça inclut la dépression, une pauvre capacité de faire face à la situation. Vous savez, souvent, les proches aidants en ont beaucoup sur les épaules. Si les patients sont en invalidité, il y a des redéfinitions de rôle dans la famille. Alors, leur capacité de faire face à tous ces changements-là peut être altérée ou affectée par le problème de sommeil. Et ça peut être lié aussi à une baisse d'optimisme, qui, ça aussi, peut contribuer, je dirais, à l'ambiance générale de la famille. Et il y a un effet un peu domino de ce que ça peut faire dans l'expérience d'être malade ou d'avoir un proche malade. Ils vont souvent hésiter à prendre la médication. Ils vont surtout souhaiter des conseils sur l'hygiène de vie. Et là, c'est là où tous les soignants ici, peu importe le type de discipline que vous pratiquez, vous avez l'opportunité de donner des conseils de base qui vous apparaissent pour vous de base, mais qui peuvent être très utiles et souvent non connus des proches aidants. Alors, j'espère qu'avec ces 5 raisons-là, je vous ai convaincu d'entendre la suite. La suite, c'est la suivante. C'est les perturbations. Quand vous avez un patient devant vous, atteint de cancer, il est fort probable qu'à un moment ou à un autre de son expérience de la maladie, il ait un problème de sommeil, que son sommeil soit perturbé, que ses habitudes de sommeil, que sa routine, ou même la qualité de son sommeil soit perturbée. Une prévalence là, qui varie entre 25 et 59 % là, dans les données les plus récentes. Et selon les circonstances de leur maladie ou le type de cancer, la prévalence peut aussi varier. De même que quand il y a l'insomnie, donc qui est un syndrome clinique où là, il y a un problème une perturbation de sommeil qui persiste. On a, par exemple, les patients traités pour un cancer de la prostate, on a là jusqu'à presque 1 personne sur 5. Traités pour un cancer du sein, c'est à peu près la même chose. Donc, qui sont des cancers très, très hormonodépendants, qui peuvent l'être. Et on a de l'insomnie chronique qui est assez fréquent parce que quand les patients ont de l'insomnie, le plus souvent, donc on a jusqu'à 95 % de ces patients-là qui vont développer une chronicité de ce problème-là. Alors, plus tôt on intervient, plus tôt on résout le problème, mieux on sera en position de prévenir la chronicité de ce problème-là. Les définitions, parce que qu'est-ce que ça veut dire, ce problème de sommeil, perturbation de sommeil, insomnie, syndrome d'insomnie, insomnie aiguë chronique? C'est important qu'on parle de la même chose. Les définitions, en général, on va avoir des symptômes d'insomnie qui sont souvent réactionnels à un événement. Tout le monde a ça dans la population générale. Vous avez un événement stressant, une présentation sur le sommeil le lendemain, vous dormez moins bien la veille. Donc, vous allez avoir des fluctuations de votre sommeil. Mais quand ça commence à persister ou à devenir chronique, là, ça peut atteindre ce qu'on va appeler un syndrome, donc un problème qui peut nécessiter une intervention spécialisée. Les perturbations de sommeil et symptômes d'insomnie, on définit ça par l'incapacité transitoire, donc temporaire, là, et d'une durée de 2 semaines, d'initier ou de maintenir le sommeil en réponse à l'anxiété, un événement stressant. Ça, classiquement, ça peut très bien répondre par des conseils sur l'hygiène du sommeil. L'insomnie aiguë, donc un trouble de l'insomnie, ça, c'est défini par un sommeil de pauvre qualité ou non récupérateur qui altère le fonctionnement et qui dure moins d'1 mois.
Donc, on a quelque chose qui est plus de 2 semaines, moins d'1 mois, et qui va vraiment créer une altération du fonctionnement. Là, le patient va dire, moi, je ne fonctionne plus, je suis tanné de ne pas dormir, j'en peux plus de ne pas dormir, mon sommeil n'est pas bon. Tandis que celui qui a des perturbations transitoires du sommeil va dire, bien, c'est vrai que je n'ai pas bien dormi dans les 2 dernières semaines suite à l'annonce du diagnostic ou ma discussion avec le médecin. On va voir ce qui va arriver. Voyez-vous, c'est le genre de verbatim qu'on va retrouver. Le syndrome d'insomnie chronique, lui, donc, est défini par une insomnie survenant plus de 3 nuits par semaine, caractérisée par une difficulté à initier le sommeil, donc à s'endormir, ou des réveils fréquents, donc un sommeil fractionné qu'on va appeler. Le patient va se réveiller plusieurs fois dans la nuit, plus de 30 minutes, ou un ratio de moins de 85 de temps sommeil au lit par rapport au temps d'occupation au lit, et menant à une altération du fonctionnement, à une détresse significative. Alors là, c'est là où je vous parlais tantôt que ça, c'est extrêmement fréquent, donc parce que les gens qui vont avoir présenté une insomnie aiguë, très souvent, ça va se chroniciser, il y a des facteurs de maintien, on va en parler tantôt. Autre chose que vous devez retenir, c'est que des troubles du sommeil, il y en a plusieurs. Il y en a, certains auteurs diront, pour nous confondre et nous inquiéter, jusqu'à 70. Le plus souvent, vous allez voir l'insomnie. Le plus souvent, vous allez voir l'insomnie de quelqu'un qui, dans le passé, avait de l'insomnie primaire. Très souvent, les gens qui vont avoir eu un problème de sommeil toute leur vie, dans des moments stressants, peuvent avoir une exacerbation de leur trouble du sommeil. Dans la population oncologique, on va retrouver aussi de l'apnée du sommeil, des troubles du rythme circadien. Vous allez voir des gens qui ont travaillé, vous connaissez peut-être même des infirmières ou des médecins ou des chauffeurs d'autobus ou des gens qui ont eu un travail avec des horaires variables, vont avoir développé des troubles du sommeil, des gens qui vont avoir un travail de nuit aussi. Mais le plus fréquemment, on va retrouver l'insomnie primaire, donc des gens qui ont toujours eu de la difficulté en période de stress s'endormir facilement ou avoir un sommeil fractionné. Et c'est eux qui vont, même s'ils sont habitués à moins bien dormir, pourraient vivre une détresse associée à ça. Alors, suivant le dépistage de leur détresse, pourrait rapporter comme le problème le plus, comme étant la source de leur détresse, le sommeil. Souvent, comment on va expliquer qu'est-ce qui cause les troubles du sommeil? On va dire que c'est multifactoriel. C'est rarement un facteur. Ça peut l'être, comme ça pourrait être une médication, mais le plus souvent, vous allez retrouver, si vous décortiquez ça avec le patient, là, il y a plusieurs choses. C'est ça qui est intéressant aussi comme soignant, parce c'est un défi, là, on va essayer de comprendre quels sont les facteurs qui contribuent au problème du sommeil, puis sur lesquels on peut agir. Il y a des facteurs prédisposants, précipitants, perpétuants. Dans la population oncologique, dans les facteurs prédisposants, vous allez voir d'abord les femmes. C'est comme le reste de la littérature en santé mentale, mais les femmes sont plus susceptibles de présenter des troubles du sommeil que les hommes, d'un point de vue statistiquement significatif. Les gens qui ont un tempérament anxieux vont avoir tendance à avoir une certaine hypervigilance, être sensible à l'environnement. Ça vient parfois avec des grandes qualités d'empathie, mais des problèmes du sommeil aussi. Donc, ces gens qui ont ce tempérament-là vont présenter plus de troubles du sommeil. Patients plus âgés, en vieillissant, les besoins de sommeil diminuent. Il y a parfois des gens qui vont s'attendre à maintenir leurs 8 heures de sommeil en âge avancé. C'est peu réaliste parce qu'on a des besoins de sommeil diminués, mais les patients âgés ont tendance à avoir aussi un syndrome d'insomnie pour plusieurs raisons. Les antécédents personnels ou familiaux de difficultés de sommeil. Vous savez qu'il y a des laboratoires de sommeil, d'ailleurs même au Canada, qui rapportent de plus en plus avec leurs résultats de recherche qu'on aurait vraiment un caractère héritable de troubles du sommeil. Et donc, ça vaut la peine de demander, vous, dans votre famille, est-ce que les gens ont tendance à avoir ce problème-là? Et vous allez retrouver une affirmative à cette question-là. Tous les antécédents de troubles dépressifs et anxieux peuvent aussi avoir fragilisé la qualité du sommeil et augmenter le risque de ces patients-là, lorsqu'ils ont un cancer, d'avoir de l'insomnie. Dans les facteurs précipitants, on va avoir tout ce qui peut se passer dans l'expérience de la maladie puis des soins en oncologie, incluant l'annonce d'un diagnostic. Ça, c'est probablement un des événements qui peut perturber le plus le sommeil, de même que l'annonce d'une récidive, par exemple, ou de la phase terminale.
On a des patients aussi qui, même juste à la fin des traitements, même s'ils commencent leur début de survivance ou de rémission, vont être très inquiétés par la fin des traitements, ne plus être en contact avec leur équipe soignante comme avant et développer des troubles du sommeil dans cette période-là, paradoxalement. Il y a aussi tous les facteurs liés au cancer lui-même ou au traitement oncologique. Alors là, ici, on a beaucoup de médications. Vous savez que la dexaméthasone, le décadron, classiquement, est un briseur excellent du sommeil et il le fait le jour 1. Donc, on a aussi d'autres médicaments en oncologie qui peuvent être associés à des troubles du sommeil. Alors, c'est important de regarder vraiment le profil pharmacologique de ces patients-là, puis de caractériser l'histoire, quand est-ce que ça a commencé, pour vraiment identifier qu'est-ce qui a précipité le trouble du sommeil. On a tout ce qui entoure la personne, ce qui peut se passer dans la famille, la vie continue, même si le patient a le cancer, donc tout stresseur qui entoure le patient, au travail, l'invalidité financière, les stresseurs sociaux peuvent aussi être des facteurs précipitants, ça va de soi. Dans les facteurs de maintien, la médication, quoique au début, elle était prescrite pour soulager le problème du sommeil. On pense ici, par exemple, aux benzodiazépines, le lorazépam, l'Ativan. Initialement, excellent pour le sommeil, très rapidement, ne va pas améliorer la qualité, au contraire, va détériorer la qualité du sommeil et peut même contribuer, par effet rebond, à maintenir un problème du sommeil. L'utilisation, une mauvaise utilisation de somnifères peut aussi contribuer au problème du sommeil et causer un problème du sommeil. Et ça prend souvent un spécialiste en santé mentale, un médecin pour évaluer ça. Les mauvaises habitudes du sommeil. Trop de temps passé au lit. On a des patients très fatigués qui vont juste dire « si je me couche longtemps, je vais pouvoir dormir ». Mais plus notre cerveau associe notre temps éveillé dans le lit, plus il va se dire « je peux passer du temps éveillé dans le lit ». Et donc, moins l'endormissement sera favorisé par l'association d'une routine où on va se coucher et on dort dans notre lit. Des horaires de sommeil réguliers, les patients qui ont des structures de traitement en oncologie qui vont varier, ils doivent se lever très tôt pour les prises de sang, le lendemain pas, vont parfois souffrir justement de ce changement-là de routine. Les siestes prolongées, on le voit beaucoup en oncologie, ce n'est pas une recommandation de demander aux patients d'éviter les siestes, alors que dans la population générale, quand les patients ont de l'insomnie, on leur recommande ça, mais dans notre population à nous, les patients ont tellement de fatigue, des traitements très éprouvants, mais on ne leur dit pas de ne pas faire de sieste, mais on leur dit de limiter la durée de la sieste, souvent 20, 30, 40 minutes maximum. Et toutes les activités incompatibles avec le sommeil peuvent être aussi des facteurs de maintien. On entend là, par exemple, la télévision dans la chambre à coucher, les activités trop stimulantes juste avant de se coucher, écouter des séries télé extrêmement efficaces pour nous accrocher, mais sont beaucoup trop stimulantes intellectuellement, visuellement et sur le plan de la lumière. Lire le iPad ou toute tablette numérique lumineuse peut aussi enrayer la qualité du sommeil, chez les enfants aussi d'ailleurs. Comment questionner le sommeil? On vous a soumis ici, vous l'avez dans le matériel pédagogique, sommeil. Donc, demandez aux patients, est-ce que votre sommeil est aussi réparateur qu'avant? Oui ou non? Est-ce que vous avez de la difficulté à vous endormir ou vous avez souvent des éveils la nuit? On ne peut pas juste dire, avez-vous des problèmes à dormir? Les gens vont dire oui, mais on ne saura pas lequel problème et de quelle façon on peut intervenir. Donc, on va demander, est-ce que c'est surtout des éveils nocturnes ou une difficulté à s'endormir significative, c'est-à-dire plus grand que 30 minutes? Avez-vous des troubles de concentration associés à ça ou la tendance à être distrait? Ça démontre qu'il peut avoir, on est rendu dans un syndrome de fatigue, un syndrome d'insomnie où là, il y a une altération fonctionnelle. Avez-vous des ruminations entourant le problème de sommeil? Comme par exemple, dites-vous, le matin en me levant, je ne réussirai jamais à faire ma journée parce que je n'ai pas dormi. Est-ce que le patient pense constamment au fait qu'il n'a pas dormi? Qu'est-ce qui va arriver la nuit prochaine? Ça, c'est toutes sortes de cognitions sur lesquelles on peut agir en psychothérapie avec le psychologue ou le psychiatre, où ça peut améliorer la qualité de sommeil parce qu'on va déconstruire les mythes entourant les croyances autour du problème de sommeil.
qui maintiennent le problème. Est-ce que l'hygiène du sommeil est adéquate? Là, vous demandez donc la routine avant l'endormissement, la routine aussi de sieste, etc. Puis, est-ce qu'il y a eu recours aux médicaments? Puis, est-ce qu'ils sont encore efficaces ou pas? Ce n'est pas parce que votre patient prend un médicament pour dormir depuis des années qu'il est encore efficace. En fait, le plus souvent, quand ça fait des années qu'il le prend, c'est qu'il n'est plus efficace. Alors, vous devez demander aussi, est-ce qu'il y a des effets secondaires? Est-ce qu'il est efficace? Puis, est-ce que le patient rajoute d'autres médicaments, parfois sur les tablettes, en pharmacie, pour pallier le problème? Les conséquences possibles de l'insomnie sont multiples. On entend la fatigue, les difficultés de concentration, l'altération du fonctionnement, peut être associée à des troubles psychiatriques éventuellement aussi, incluant la dépression, l'anxiété. Ça peut être associé à une utilisation accrue des services de santé. Donc, ça a des conséquences assez importantes sur le plan de la santé, des coûts et aussi de la qualité de vie. Comment intervenir? D'abord, un message à retenir avant d'intervenir, questionner, évaluer judicieusement. Ça n'existe pas là, juste l'insomnie. Je pense que je commence à vous convaincre de ça. Il faut vraiment caractériser quel est le problème du sommeil que vous avez ici. Si c'est associé à un ronflement important, puis une somnolence la journée, le patient s'endort pendant les conversations, bien là, vous n'avez plus un syndrome d'insomnie lié à un stresseur, vous avez peut-être une apnée du sommeil. Alors, votre conduite ne sera pas la même. Donc, l'importance d'évaluer c'est une comorbidité. Si le patient ne dort plus, mais en fait, il n'a plus de motivation, il pleure tous les jours, vous êtes peut-être, depuis plus de 2 semaines, vous êtes peut-être devant une dépression plus qu'un problème de sommeil. Hein? Donc, tout ce qu'on va vous présenter, d'ailleurs, dans les capsules pédagogiques, il y a souvent des regroupements. Alors, c'est important, par rapport au sommeil, d'évaluer ça. Éliminer les causes organiques. Si le patient a des troubles électrolytiques suite à sa chimiothérapie, ça se peut très bien qu'il ne dorme pas en raison de ça. Ou d'un trouble induit, la même chose. Est-ce qu'il prend de la médication en clinique d'onco ou en chimiothérapie, etc., qui peut causer le trouble du sommeil? On va intervenir en fonction du degré de l'insomnie. Si c'est quelque chose qui semble transitoire, débutant ou léger à modéré, on peut tout de suite faire les interventions d'hygiène, améliorer la routine, commencer la psychothérapie. Mais si c'est modéré à sévère, là, c'est important de le référer en psychiatrie pour voir si effectivement il n'y a pas une pharmacothérapie qui est indiquée, si une médication peut aussi aider, à la fois pour améliorer le sommeil, mais peut-être aussi créer l'anxiété ou la dépression qui est associée. Soigner l'hygiène du sommeil, ce que ça veut dire, on vous a fait quelques recommandations ici. Donc, faire de l'exercice régulier, idéalement le matin, pour ceux qui ont le sommeil fragile. Des récentes données nous ont montré que ça peut varier en fonction du style du patient, du style de sommeil du patient, du type de sommeil. Mais en général, le matin est beaucoup moins susceptible d'altérer le sommeil. D'augmenter son exposition à la lumière aussi, solaire, le matin. Éviter l'exposition la nuit ou le soir, éviter les repas copieux avant de se coucher, éviter l'alcool. Alors, là, ça, c'est un peu comme une mauvaise nouvelle qu'on dit aux patients par rapport à ça. Mais finalement, quand on est en période très fragile d'un sommeil très altéré, mieux vaut éviter l'alcool, même si sur le coup, il y a un effet relaxant à l'alcool, puis les patients ont l'impression de s'endormir beaucoup plus facilement. En fait, ce qu'on sait, c'est que sur la qualité du sommeil, elle est très, très altérée. Donc, même si on peut valider, d'ailleurs, on dit oui, vous avez raison, vous vous endormez beaucoup plus facilement, mais tout de suite après, le type de sommeil que vous allez aller voir une fois que vous allez être endormi est de moins grande qualité, et donc il y a un effet le lendemain où finalement, il y a un impact sur la qualité du sommeil en général, et ça peut contribuer à l'insomnie au même titre que la caféine, la nicotine aussi. Soigner l'environnement du sommeil, donc la chambre calme, sombre, température adéquate. Moi, j'avais un professeur qui me disait toujours, la chambre, le lit, c'est pour le sommeil et les relations sexuelles. Vous êtes d'accord avec ça? Rien d'autre. Peut-être qu'on peut rajouter la lecture dans le rituel du coucher, mais il ne faut pas associer le lit à d'autres activités et surtout pas l'activité éveil, incluant de regarder la télévision, parce que les patients qui ont un sommeil fragile vont en souffrir de ça. Et éviter de regarder l'heure affichée. Alors, les mathématiciens de la nuit, que j'appelle, les gens qui vont constamment calculer est-ce qu'ils ont dormi 30 minutes, 45 minutes, depuis combien de temps ils sont éveillés, en fait, ces patients-là vont conditionner leur sommeil à être brisé
Et une des premières interventions qu'on peut leur suggérer, c'est d'enlever le cadran ou mettre un foulard ou quelque chose sur l'heure et ne pas regarder l'heure. On peut regarder l'heure quand on se couche et quand on sort du lit. Entre ça, ça se peut qu'on conditionne notre cerveau à faire des éveils de calcul et on contribue à notre problème du sommeil. Et là, je vois des soignants qui prennent des notes aussi pour eux-mêmes. Après le dépistage, les décisions que vous allez aller voir, donc, vous vous souvenez, le dépistage, ça va être donc en fonction de problèmes légers de sommeil, modérés ou sévères. Dès que c'est modéré ou sévère, vous allez considérer référer donc en psychiatrie pour voir si une pharmacopée ou la médication doit être réajustée. Si le patient prend déjà des médicaments pour dormir, il faut les réévaluer s'ils sont rendus inefficaces parce que ça va peut-être prendre même une stratégie de sevrage ou de retrait. Si le patient présente des symptômes d'endormissement le jour dans une activité, un ronflement, des jambes sans repos, là, on va considérer plus une référence en clinique du sommeil, ce qu'on doit demander aux médecins de l'équipe. Dans les problèmes légers, tout membre de l'équipe traitante, l'équipe de base, peut rappeler les conseils d'usage et intervenir de cette façon-là. Dans les symptômes occasionnels d'insomnie, donc modérés, on suggère aussi la reprise de l'exercice. On peut informer sur le trouble de santé mentale. On peut aussi commencer l'intervention psychothérapeutique cognitivo-comportementale. Et pour les syndromes d'insomnie, il faut évaluer si une médication est importante ou pas. Donc, c'est sûr que ça prend une référence en psychothérapie, mais on pourrait, en psychiatrie, mais on pourrait aussi référer le patient de façon conjointe en psychologie pour une approche cognitivo-comportementale ciblée sur le sommeil. Les traitements non pharmacologiques, on en a dit. Ce que vous devez savoir, c'est que le traitement de choix, il est non pharmacologique, mais il est cognitivo-comportemental. Alors, il ne s'agit pas non plus de faire de la psychothérapie de soutien en disant « pauvre vous » ou « quel est l'impact de votre sommeil sur votre fonctionnement ». Ça, c'est essentiel, mais ce n'est pas suffisant. Il faut rajouter des interventions cognitivo-comportementales avec des devoirs ou des activités entre les séances et regarder les cognitions, les pensées qui entourent le problème. Les traitements pharmacologiques doivent être évalués s'ils sont déjà en place, même si dans la population générale, on dit quand ils ont des problèmes de sommeil, on va avoir recours aux médicaments plus tardivement. Dans notre population, s'ils sont en traitement aigu, ils doivent se rendre à une chirurgie, c'est associé à de l'anxiété. On ne va pas attendre que le problème de sommeil persiste. On va agir le plus tôt possible. Okay? Donc, ça se peut que, même si on peut contribuer par la suite au problème avec la médication, dans notre population, on va trouver qu'il est souhaitable qu'il ne soit pas souffrant de ce problème-là, puisqu'il a plein d'autres inconforts physiques associés. Donc, on l'a dit, on va référer à un médecin psychiatre si le trouble du sommeil est associé à d'autres symptômes psychologiques, s'il y a des antécédents psychiatriques et si ça survient dans le cadre d'un traitement qui peut être la cause du problème du sommeil.